Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, et je salue donc tous ceux qui nous atteignent par le Zoom, vidéoconférence, nombreux, je les salue également. Je suis particulièrement heureux de présider cette séance de mon ami Emmanuel Falk, qui intervient aujourd'hui pour la 4e leçon. Nous sommes en 2e semaine et le thème de la séance d'aujourd'hui sera, je le précise parce que cela ne va pas de soi, enquête de la chair. Donc il s'agira d'un parcours phénoménologique, mais non pas seulement. Donc je répète, enquête de la chair. Nous suivrons le protocole habituel de séance, à savoir que le conférencier interviendra pendant 1 heure, nous ferons une pause d'environ 5 minutes, et puis nous aurons environ un quart d'heure réservé aux questions de l'Assemblée. Je ne sais pas si les personnes qui sont en Zoom peuvent poser les... Non. Donc, assumons la frustration jusqu'au bout. Bien, je suis heureux donc sans délai pour que vous puissiez bénéficier de la parole de notre orateur maximalement. Je lui laisse sans délai la parole. Merci beaucoup, cher Philippe. Donc, nous arrivons à la 4e leçon. Je salue aussi tous ceux qui sont par Zoom. Une première leçon qui était une sorte d'entrée dans la pensée de Maine de Biran, avec une hypothèse que Maine de Biran serait un penseur du dehors au dedans, du dehors en soi, et non pas un penseur de l'hyper-proximité de soi à soi, et ceci au moins dans ce que j'ai appelé des expériences limites, dont Maine de Biran parle, et dont nous parlerons aussi, qui sont celles de la folie, du somnambulisme, du rêve, des drogues, etc. Ce que j'ai appelé par ailleurs des cas d'extra-phénoménalité. Puis j'ai présenté le cas Maine de Biran avec cette réception tout à fait étrange et extraordinaire de Maine de Biran qui a presque rien publié de son vivant. Et nous avons eu la 2e leçon qui est le chapitre 1 donc, de cet ouvrage qui s'appelle « Constitution du moi » dans lequel j'ai essayé de montrer, dans un dialogue d'ailleurs avec Descartes, comment et combien Maine de Biran était un précurseur de la phénoménologie, qui avait vu l'impossible passage du cogito à la res cogitans, et j'ai aussi défini le spiritualisme de Maine de Biran, avec un long essai sur ce qu'est le spiritualisme, en essayant bien de montrer que la question du spiritualisme n'était pas du tout que la question de l'esprit. Puis la 3e leçon, la dernière fois, je sais que certains n'ont pas bien entendu, donc on s'excuse. Il faut mettre un casque pour entendre, mais on était dans une autre salle. Mais la dernière fois, donc, nous avons parlé de la résistance du corps. Et il s'agissait d'une certaine manière de sauver Condillac. Alors, entre guillemets, sauver Condillac, mais en disant que Condillac n'est pas que le contrepoint de Maine de Biran. Et nous avons développé ce qu'était la phénoménologie de Maine de Biran avec la question du corps propre. Et j'ai essayé de développer cet exemple paradigmatique de l'homme-statue, à partir de Buffon d'abord, et puis ce fameux mot, elle sera donc odeur de rose, je vais en reparler aujourd'hui, et l'exception du toucher, qui fait que la statue va s'écrier « c'est moi encore », point d'exclamation. Nous en arrivons au chapitre 3, 4e leçon, enquête de la chair. Je vais couper des passages, comme je l'ai fait d'ailleurs la dernière fois, pour essayer d'arriver à peu près dans les temps. Et en particulier tout ce que j'ai préparé sur l'herméneutique de Maine de Biran, mais voulant me centrer principalement sur Maine de Biran lui-même, sachant que ses leçons et ses livres portent aussi sur la question du spiritualisme, de la phénoménologie, de l'herméneutique, et nous verrons demain de la phénoménologie psychiatrique. Introduction, chair et corps. Avec Maine de Biran, nous l'avons souligné, naît l'invention du corps propre. Le mot de corps propre vient de Maine de Biran. Il est écrit chez Maine de Biran. C'est d'ailleurs le corps propre, ou d'étendue intérieure, non pas dans la notion seulement, mais le syntagme lui-même, au moins en français. C'est par une réplique de résistance, et non pas seulement celle du sentiment, on avait donné cette citation du mémoire sur la décomposition de la pensée, c'est par une réplique de résistance, et non pas uniquement de celle du sentiment, que l'étendue du corps propre se manifeste intérieurement. J'ai dit la dernière fois combien les yeux de Merleau-Ponty, de Michel Henry, voire de Paul Ricoeur, étaient d'une certaine manière hallucinés, ébahis de voir cette notion de corps propre, qui est la notion de la traduction de Leib en français, totalement développée dans les termes mêmes
chez Mène de Biran. Bien. Alors, nous l'avons montré, nous avons largement insisté. Il n'est point question de réduire ici Condillac au seul rôle de faire valoir, lui qui serait le penseur du corps, plutôt que de la chair. Jamais étudié pour lui-même ou presque, dans le cadre de la phénoménologie, pour n'y voir chez Condillac que le fautif du corps objectif face au juste chantre du corps subjectif ou de la chair, il fallait sinon restaurer la mémoire de Condillac, qui en réalité est loin d'être perdue, au moins faire la preuve de la possible pertinence, de la consistance et de la résistance du corps, telle qu'elle fait par lui penser et poser, et qui rejoint donc notre concept de corps épandu. Le traité de sensation de Condillac de 1754 a de quoi nous enseigner, nous y avons insisté et largement montré, par l'odeur de rose, d'une part, à laquelle la statue est identifiée, soit, nous l'avons interprété ainsi, l'oubli de soi dans les choses qui se produit dans les sensations modifiées, mais qui pourrait tout aussi bien arriver dans le cadre d'un trauma, et, d'autre part, par la statue animée qui finit comme par hasard de se toucher, de porter la main sur elle, disant « moi, mais jamais je », c'est moi, c'est encore moi. L'idée de l'impénétrabilité des corps et leur solidité ne sont pas les traits du sensualisme naïf à critiquer et à rejeter, à mon avis, chez Condillac, mais l'aveu d'une véritable résistance de la présence, chapitre 2 de Hors phénomène, où ce qui est premier n'est plus l'acte du donner ou du se donner, mais l'ilia, neutre, de l'odeur de rose ou d'une pure existentialité. Si nous lui présentons une rose, soulignait le traité des sensations, la statue ne sera que d'odeur de cette même rose. J'ai longuement expliqué ça la dernière fois, j'y reviens pas. Être que d'odeur n'est pas sentir une odeur, de même que dire c'est moi encore, n'est pas dire je, et ne le sera jamais. L'horizon phénoménalisé, odeur de rose, et le sujet phénoménalisant, le touchant toucher de la statue, auront bien du mal à se constituer, au moins chez Condillac, alors qu'ils seront directement donnés chez Mène de Biran, à partir d'une égoïté toujours par avance délivrée. Je suis odeur de rose, on l'a dit la dernière fois, je suis odeur de rose, copiera faussement Biran dans l'essai sur les fondements de la psychologie de 1812, en recopiant le traité des sensations de Condillac de 1754. Je suis odeur de rose, nous l'avons indiqué, alors que Condillac n'a écrit « Elle sera donc odeur de rose », eh bien, dans ce jeu se joue, le diable se cache dans les détails, et c'est là qu'il faut le débusquer. Non pas qu'on accusera ici Mène de Biran, puisqu'il est question de Mène de Biran aujourd'hui, et la dernière fois de Condillac sur la question de la statue, non pas qu'on accusera ici Mène de Biran d'une faute herméneutique, voire d'un lapsus calami, d'un lapsus de plume, avoir transcrit « je suis » quand Condillac écrivait « elle sera », mais en cela que l'égoïté présupposée chez l'un, Biran, ne fait que mieux apparaître la neutralité décrite chez l'autre, puisque la statue n'est rien, Condillac. C'est ainsi tout le débat de la chair et du corps qui est ici posé, chair et corps, et la possibilité ou non d'y revenir ou d'autrement l'orienter. Après cette introduction, chair et corps, en quête de la chair, premier point de cette leçon, herméneutique de Mène de Biran. Comme je n'ai pas le temps, je suis malheureusement obligé de vous la résumer. D'ailleurs, j'ai résumé la dernière fois aussi la phénologie de Mène de Biran. Je soulignerai juste quelques points. Il y a bien une herméneutique de Mène de Biran que l'on trouve chez Paul Ricoeur dans son ouvrage « Soi-même comme un autre », dans la 10e étude qui s'appelle « Vers quelle ontologie ?» très connue. Premier point, dans cette 10e étude, Paul Ricoeur pose une question qui est une question fondamentale, qui est celle de l'herméneutique charnelle. Richard Kearney et Brian Traynor disent la carnal hermeneutics. Et cette question consiste à se demander si il ne faudrait pas penser le corps plutôt que la chair, car c'est le corps, corpeur, qui est plus difficile à penser que le Leib. Je vous cite Paul Ricoeur. C'est seulement lorsque l'ontologie de la chair s'affranchit autant qu'il est possible de la problématique de la constitution,
que l'on peut faire face au paradoxe inverse, à savoir non pas ce que signifie qu'un corps soit mon corps, c'est-à-dire chair, mais que la chair soit aussi un corps parmi les corps. C'est là que la phénologie trouve sa limite. Bon, cette formule de Paul Ricoeur est pour moi tout un programme de travail que j'ai d'ailleurs découvert après coup, mais que le vrai problème n'est pas celui de la chair, Leib, mais du corps, Körper, et que la plus grande difficulté est de retrouver les corps parmi le corps. De même que Descartes disait « l'âme est plus aisée à connaître que le corps », nous pourrions dire aujourd'hui « la chair, le Leib, est plus aisé à connaître que le Körper ». Et j'avais d'ailleurs signalé le problème de l'impossible incorporation soulevé par Husserl. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, dans cette 10e étude, rend justice à Mène de Biran. Et il rend justice à Mène de Biran parce que sa découverte du corps propre n'est pas simplement phénoménologique, mais ontologique. Ce qui va être un point capital, en particulier dans un livre de Bernard Barecci qui s'appelle « L'ontologie de Mène de Biran ». Je vous lis la formule de Ricoeur, où il parle de Mène de Biran. « J'aimerais, au début de ce bref survol, rendre justice à celui qui a ouvert la dimension du corps propre, à savoir Mène de Biran. Il a véritablement donné une dimension ontologique appropriée à sa découverte phénoménologique. » D'où le troisième point, à savoir que, contrairement à Michel Henry, qui ne verra chez Mène de Biran que, mais c'est beaucoup, le fait primitif de l'effort et le sentiment du moi, contrairement à Merleau-Ponty, dont nous avons montré que dans ses leçons sur Mène de Biran, Malebranche et Bergson, sur l'union de l'âme et du corps, il voit davantage une obscurité, eh bien, chez Paul Ricoeur, Paul Ricoeur voit la dimension ontologique de Mène de Biran, dimension ontologique qui s'appuie en réalité sur les dernières œuvres de Mène de Biran, ou ce qu'on peut appeler le tournant de Mène de Biran, comme l'a dit très bien Henri Gouillet dans les conversions de Mène de Biran, à partir de 1815, où les questions d'ontologie, dans les notes sur l'existence, c'est ainsi qu'elles ont été nommées par Henri Gouillet, puis dans son essai d'anthropologie en 1820. Voilà ce qu'écrit Mène de Biran lui-même dans ses notes sur le problème de la philosophie première de 1815. La philosophie cherche ce qui est, non pas ce qui apparaît seulement. L'essence et le but de nos travaux, telle est l'existence est le but de nos travaux et le terme de nos méditations. Donc premier point, je voulais souligner, c'est cette ontologie de la chair de Ricoeur. Deuxième point, l'hypothèse qu'il y a un choc en retour du spiritualisme sur la phénoménologie, de sorte qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de disqualifier la métaphysique ni de sortir la métaphysique, c'est ce que Paul Ricoeur découvre cette fois dans Réflexions faites, son testament, son autobiographie intellectuelle de 1995, où il essaie de ménager, dit-il, l'interprétation réaliste avec l'idéalisme, et il dit « Je découvre dans la préface de la Physiologie de la perception de Merleau-Ponty une résistance à l'interprétation orthodoxe de la phénoménologie, à savoir, et je l'avais déjà cité, que la réduction est condamnée à n'être jamais achevée et ne jamais véritablement commencer. » On voit bien Paul Ricoeur qui vient du spiritualisme en réalité, et qui, venant du spiritualisme, produit ce choc en retour déjà du spiritualisme sur la phénoménologie. En ce sens, d'où vient la disqualification du spiritualisme dans le cadre de la phénoménologie? Elle vient en réalité d'une lecture très critique de l'analytique transcendantale de la critique de la raison pure de Kant, où Kant classe les idées transcendantales en 3 classes. La première contient l'unité absolue inconditionnée du sujet, la psychologie. La deuxième, l'unité absolue de la série des conditions du phénomène, la cosmologie. La troisième, l'unité absolue de la condition de tous les objets de la pensée générale, théologie. Or, précisément, chez Martin Heidegger, c'est précisément cela qu'il ne faut plus faire, car parler de psychologie, de cosmologie et de théologie, c'est penser l'homme comme étant et non plus comme être. Mais c'est précisément cette disqualification qui est refusée par le spiritualisme et probablement par Mène de Biran lui-même. Ainsi, troisième point, mais je n'ai pas le temps de développer, peut-être y aurait-il ce que j'appelle une résistance métaphysique à la phénoménologie,
résistance métaphysique à la phénoménologie, qui fait qu'on est obligé de reconnaître, y compris pour Maine de Biran, qu'il n'y a pas simplement mon existence, mais une existence hors de moi. Ce que n'a pas vu, ce que n'a jamais dit Michel Henry, et pourquoi Michel Henry ne l'a jamais dit, d'une part parce qu'il n'avait pas forcément accès aux textes qui depuis ont été largement développés sur les notes sur l'existence et en particulier les essais d'anthropologie, et d'autre part parce que Michel Henry n'a cherché chez Maine de Biran que ce qu'il voulait y trouver lui-même. Voilà en réalité ce qu'on lit dans les notes sur le premier problème de la philosophie de Maine de Biran, et on entend bien ces deux existences, qui n'est pas que l'existence du fait primitif de l'effort, mais aussi une résistance à ce fait primitif, que Maine de Biran appellera le terme résistant. Je vous lis Maine de Biran. Il est bien vrai que quand je dis « moi », je dis en même temps qu'il ne s'agit pas de tout ce qui n'est pas moi, et je m'en détache quand je dis « ce n'est pas moi ». J'énonce clairement que j'ai le sentiment de deux existences différentes. Premier point, j'ai le sentiment d'une existence composée et d'une double existence dont les deux termes sont vraiment inséparables. Telle est la dualité primitive qui ne s'analyse point ou ne s'embranche point en deux faits du sens intime. Mais quand je dis « cet objet que je vois, ce stylo, que je touche, n'est pas moi », je sépare bien réellement cette existence étrangère, et on verra à la dernière leçon, l'étranger hors de moi, de celle qui m'est propre. Il est certain à mes yeux que j'existe et qu'il existe quelque chose de différent de moi. Bon, cette formule de Maine de Biran est aux antipodes de l'interprétation, on va dire, phénoménologique de Michel Henry par l'auto-affection, mais c'est probablement celle-là vers laquelle moi-même je me dirige et vers laquelle, d'une certaine manière, Paul Ricoeur déjà se dirigeait en voyant une résistance ontologique à la réduction phénoménologique. On pourrait se montrer cela dans l'exemple d'un boulet de fonte que je tiens dans la main et que je ne pourrai jamais écraser, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Après ce premier point, herméneutique après chair et corps, puis herméneutique de Maine de Biran, une ontologie de la chair, le choc en retour, la résistance métaphysique et le boulet de fonte, tout cela résumé. J'en arrive donc au deuxième point, et là, donc, j'en arrive vraiment à ce que je veux vous lire. Deuxième point, l'homme affecté. Premier point de ce deuxième point, l'homme affecté, une vertu mystérieuse. On retrouvera de tels mystères la prochaine fois avec l'inconscient phénoménologique, demain chez Maine de Biran, l'inconscient organique, pardon, qui anticipe peut-être en quelque sorte sur Freud, mais on verra cela demain. Une vertu mystérieuse. Il s'agit donc ici pour Maine de Biran de voir ce qui se cache chez Condillac et que Condillac n'aurait pas vu, mais sans lequel la statue n'aurait jamais pu dire « je suis une odeur de rose », ce qu'elle n'a jamais dit, car elle a seulement dit « elle sera donc une odeur de rose », mais il y a une vertu cachée, selon Maine de Biran, dans son dialogue avec Destutt de Tracy. Il fallait bien que soit alors prononcée la réponse du berger à la bergère, désolé pour tous les étrangers qui nous écoutent, soit une répartie, selon l'expression française bien connue, qui clôt certes la discussion, mais non pas sans argumentation. La bergère, j'ai appris ça, la bergère désignant au XVIIe siècle l'avance amoureuse faite au berger et non pas l'inverse, en attendant qu'ils veulent bien obtempérer, voire y succomber. Donc, voilà, la bergère attend la réponse. Le berger étant Condillac et la bergère Maine de Biran. Le fascinant débat de Maine de Biran avec Condillac à propos de la statue de marbre, et qui fut, au dire de Michel Henry lui-même dans Incarnation, je cite, « l'acquis oublié d'une séquence aussi brève que décisive de la pensée moderne », commence alors, et à proprement parler, avec une lettre adressée par Maine de Biran à Destutt de Tracy, datée du 30 avril 1804, juste avant le mémoire sur la décomposition de la pensée de 1805, et bien avant l'essai sur les fondements de la psychologie de 1812, qui en sera le point d'acmé. Avouons avoir tout lu de Condillac, et alors incarcéré pendant la Terreur, en 1793, à l'abbaye transformée en prison des Carmes. Celui dont je vous parle a été en prison ici, en prison des Carmes, devenu depuis le séminaire des Carmes de l'Institut catholique de Paris.
Le comte d'Estude de Tracy, d'ailleurs c'est là qu'il est Condillac, dit-il, le comte d'Estude de Tracy maintient la justesse condillacienne de l'interprétation de la statue successivement animée. Il prend le parti de Condillac contre Mène de Biran, qui voudrait y voir une sorte d'épreuve de soi immédiatement donnée. Alors que selon Biran, et selon une critique rondement menée, tout est affaire d'une force ou d'une vertu mystérieuse, en réalité toujours déjà là, dans la statue, et que Condillac ignore sans pouvoir cependant la nier, ce que Michel Henry appellera l'auto-affection, sans laquelle aucun mouvement et même aucune sensation ne serait possible. Car, faute de s'auto-éprouver la structure égoïque et transcendantale de l'affect, on voit mal comment la statue ou une âme, on voit mal comment la statue pourrait éprouver, faute de s'auto-éprouver. Sentir l'odeur de rose, par exemple. Je vous lis ici Mène de Biran dans sa lettre à d'Estude de Tracy. Condillac, en mettant dans la statue, donc il écrit à un tiers à propos de Condillac. Condillac, en mettant dans la statue une âme ou une substance spirituelle, en note aussi dite substance mystérieuse, a tacitement supposé quelque vertu mystérieuse, d'où le titre, qui se joignait à la sensation pure et la transformait en perception ou autres actes intellectuels. Il faut bien, au dire du penseur de Bergerac, que quelque chose se passe à l'intérieur de la statue, y compris pour sentir une rose, et encore plus pour dire « moi » dans l'acte de se toucher, pour que quelque chose se produise par l'extérieur. Dit autrement, quoiqu'il s'agisse ici de retourner le reproche en mérite, jamais la statue de marbre n'aurait pu passer de ce que Biran nomme, dans sa lettre à d'Estude de Tracy, je cite, « le premier état de la statue à celui qui suit immédiatement », fin de citation, sans une solution de continuité déjà donnée. Leibnizien, pour ce qui est de sa conception de la force comme substance, nous y reviendrons lors de la dernière leçon, en 16C, la force virtuelle. Leibnizien, voire Nietzschéen, en tout cas Leibnizien. Leibnizien, pour ce qui est de la force, il faut bien poser a priori un continuum des petites perceptions à la perception, selon Biran. Quand bien même, je vous rappelle que j'avais, dans le château de Gratteloup, découvert un manuscrit de Mène de Biran en ouvrant un ouvrage de Leibniz. Donc il a bien lu Leibniz, parce que j'ai vu des notes de Mène de Biran dans le Leibniz en latin au château de Gratteloup. Quand bien même, d'une part, cette continuité serait donnée selon lui dans le sujet sentant et s'auto-éprouvant, plutôt que dans une monade constituée, différence avec Leibniz, et que d'autre part, et c'est un point très important, des perceptions obscures. Mène de Biran a écrit un traité qui s'appelle « Les perceptions obscures » qu'il a donné à la société médicale de Bergerac qu'il a fondée, et il parle bien de perceptions obscures et non pas simplement de petites perceptions. Même si je m'étonne toujours de voir que les commentateurs identifient les perceptions obscures aux petites perceptions. Donc, même si nous y reviendrons, il parle de perceptions obscures qui viendront résister, y compris aux petites perceptions, et exigeront de ne pas toujours éclairer la part obscure du sujet sentant. C'est ce que nous verrons lors de la dernière conférence, c'est la question du sommeil, l'organique du sommeil, car dans le sommeil chez Mène de Biran, il y a une rupture totale, puisqu'il n'y a plus de sentiment de moi, ni de sens de l'effort. Bref, Condillac, en croyant avoir tout inventé, selon Mène de Biran, en constituant un sujet qui progressivement finira par dire « c'est moi encore », à partir de l'expérience du touchant-touché, on rappelle la rupture, hein, tout à coup cette expérience, n'a en réalité, selon Biran, rien découvert du tout, car tout était par avance donné. Le jugement de cette statue, tiré des sensations progressives puis simultanées dans l'ordre olfaction, ouïe, goût, vue, avec leurs combinaisons respectives, jusqu'à l'exclamation du « moi, c'est moi encore » par le toucher, dernier sens, eh bien ce jugement n'est en rien synthétique, et encore moins synthétique a priori, pour le dire avec Kant, mais seulement, selon Biran, analytique, si je parle comme Kant. La statue de marbre n'a rien appris sur elle-même qui ne lui fût déjà donné. Et nous avons vu pourtant, c'est moi qui le dis, tout le mouvement progressif qui va du fait d'être odeur de rose à l'âme hors d'elle-même. Référence rappelée à Jean-Luc Nancy, dans Corpus. Puis la statue qui porte la main sur moi,
jusqu'au c'est moi encore, paragraphe 6, elle sera une odeur de rose, de sorte que Condillac, nous dit Maine de Biran, ressemble à ces alchimistes qui croient avoir transformé du fer, sensation, en or, découverte du sujet, alors que le métal précieux soit était déjà là sous les oripeaux d'une sensation qui n'ose pas s'avouer, soit ne sera jamais atteint, de sorte qu'il n'y aura pas de sujet. Condillac, le chantre de l'acquis, dans le dit sensualisme qu'il défend, jusqu'à radicaliser l'empirisme de Locke, ne peut pas ne pas reconnaître, selon Biran, cette absolue présence de l'inné dans la droite ligne qui va de Descartes à Leibniz, fut-il autrement posé. Je vous cite ici Maine de Biran, toujours dans sa lettre à Destutt de Tracy. On pourrait reprocher à Condillac, dit-il sans vergogne à Tracy, d'avoir un peu imité ces alchimistes qui se persuadaient avoir fait de l'or en combinant ou en travaillant des substances qui contenaient d'avance le je pense, le je suis. Je suis de quelques parcelles de ce métal. Je ne crois pas du moins qu'on puisse le disculper entièrement du reproche qu'il adresse à Locke d'avoir attribué à l'âme quelques facultés innées. Deuxième point, après cette vertu mystérieuse qui se cache dans la statue de Condillac, qui est d'une certaine manière le sentiment du moi ou l'auto-affection, qui fait que jamais cette statue n'aurait pu dire « je suis une odeur de rose » sans ce sentiment du moi. Deuxième point, l'affect séparé. Et vous allez voir à quel point Michel Henry dépend dans toute son œuvre, y compris l'essence de la manifestation, de Maine de Biran. Je rappelle que Phénologie et philosophie du corps était le premier chapitre de l'essence de la manifestation, qu'il a été écrit en 1948, l'année même où Maine de Biran a été mis au programme de l'agrégation de philosophie pour la première fois par Henri Gouillet, l'année même où Maurice Merleau-Ponty donne ses cours sur Maine de Biran, l'année même où Henri Gouillet publie les conversions de Maine de Biran alors qu'il avait publié son anthologie, donc 48. Et je rappelle aussi que cet ouvrage a été publié en 1965 sur Maine de Biran, après l'essence de la manifestation qui a été publiée en 63. Mais c'est vraiment le point nodal de la pensée de Michel Henry. L'affect séparé. Mais c'est en réalité dès le départ, selon le penseur de Bergerac, que les dés sont pipés. Car l'opération de Condillac revient à séparer l'inséparable, tout ce qu'on a vu la dernière fois, et qu'on a argumenté et loué, à séparer l'inséparable, à couper l'insécable, à diviser l'indivisible, à savoir l'affectif de son dehors, et donc de penser un hors-affect ou un hors-affectif, tout aussi impossible que rédhibitoire. Ainsi parle Biran à Tracy, à la source, c'est le moins qu'on puisse dire, de Michel Henry. On dirait vraiment du Michel Henry. Je lis. Condillac se passe du point de vue opposé de celui de Descartes et des idées nées et commence par séparer l'élément affectif de ce qui n'est pas lui. Auto-affection. Fin de citation. Séparer l'élément affectif de ce qui n'est pas lui. Telle est donc l'erreur aux yeux de Biran. Tout est dit ici ou presque, et l'on comprend la juste fascination de Michel Henry pour le videre ou videor, il me semble que je vois de Descartes, ou le fait primitif de l'effort de Biran, qui va de pair avec sa condamnation de Condillac. Non pas que Condillac, en guise d'auteur du traité des sensations, ait nécessairement tort, et qu'il faudrait s'y opposer. Michel Henry est un lecteur trop attentif pour à ce point simplifier. Et il va bien dire que Maine de Biran radicalise Condillac, mais pas seulement s'y oppose. Mais en cela qu'il est nécessaire de radicaliser, il y a bien un départ chez Condillac jamais exprimé, selon Michel Henry ou Biran. Un je sens que je sens, voire un je me ressens. De sorte que Biran ne fait que dire la condition par laquelle la statue peut s'animer. La statue de marbre de Condillac sans sensation aucune, donc on a vu qu'elle était la figure du trauma pour nous, en aval et non pas en amont, et avant même de sentir ou de devenir odeur de rose, et déjà selon Henry et Maine de Biran, subjectivité, alors voilà ce que dit Michel Henry, subjectivité réduite à elle-même ou impression pure. Elle s'affecte, ou mieux s'auto-affecte, condition sine qua non pour affecter et être affecté.
Je vous cite ici maintenant Michel Henry dans Incarnation, puisqu'il ne reprend Mène de Biran qu'à la fin de sa vie en 2000 et qu'il l'avait totalement abandonné, non seulement depuis 1963, mais depuis 1948, puisqu'il ne cite jamais ou presque. Voilà ce qu'il écrit dans le paragraphe 26 sur la statue de Condillac et de Mène de Biran. Dans Incarnation, où il est question de l'incarnation du Christ, bien sûr. L'un des premiers, Mène de Biran, posa explicitement la question du corps propre, lit-on dans Incarnation à la fin de la vie de Michel Henry en 2000. Je poursuis la citation. Pour la résoudre, il procéda à une série de réductions phénoménologiques des plus remarquables. Il réduisit d'abord notre subjectivité à elle-même et à ses impressions pures. Cette subjectivité impressionnelle réduite, Condillac l'appelle statut. Alors cette phrase est importante parce que cette subjectivité impressionnelle réduite, Condillac l'appelle statut, c'est bien le signe que Michel Henry voit et comprend qu'il y a bien sûr de la réduction phénoménologique chez Condillac, puisqu'il s'agit de suspendre tous les sens pour commencer par un seul sens, l'odeur, où je vous ai bien dit qu'il ne fallait plus penser la statue comme la privation de nos sens. La statue, c'est tous nos sens. On enlève 4 sens et on garde l'odeur. C'est tous nos sens, on enlève 3 sens et on garde la vue. Non, la statue doit être pensée comme la tique de von Scull, vous vous rappelez, dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il faut mettre le chauffeur dans la locomotive et imaginer ce que c'est que de n'avoir qu'un seul sens et de donc être que d'odeur de rose, de même que la statue, que la tique, eh bien, sera douée, dit von Scull, du sens du toucher, du sens du goût, de l'odorat, bien sûr, un tout petit peu de la vue et pas du tout de l'ouïe. Donc il serait absurde de dire que l'ouïe est une privation de sens. Pour la tique, c'est une négation de sens. Pensons en même façon, je l'ai expliqué la dernière fois, la statue de Condillac. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un seul sens? On le voit, ou à tout le moins on le sent, Henry interprète de la statue, prend tout de go le parti de Biran, sinon pour critiquer Condillac, au moins pour mentionner le rapport transcendantal de soi à soi, du point de vue de l'affection, sans lequel rien ne pourrait m'arriver. Mieux, la statue qui était sensationnelle chez Condillac, si l'on peut nommer ainsi la tabula rasa, avant toute odeur de rose. Elle devient impressionnelle, non pas asensationnelle, chez Biran, ou à tout le moins chez Michel Henry, lecteur du Penseur de Bergerac. Il y a certes là un tour de force, c'est le moins que l'on puisse dire, mais auquel on ne peut que concéder si l'on s'en tient à la seule lettre de Biran à Tracy, de 1804, que nous venons d'étudier. L'auto-affection est toujours première, et le péché capital revient, d'une part, à séparer l'affect de ce qui n'est pas lui, pour reprendre le mot de Mène de Biran, et à penser d'autre part qu'on ne puisse aller du non-affecté à l'affection, alors qu'il n'y aurait ni senti ni affection sans auto-affection. Car il est une distinction fondamentale que tient à maintenir, voire que crée, Mène de Biran à l'encontre de l'abbé Étienne Bonneau de Condillac, qui est celle de l'écart nécessairement à entretenir, voire à creuser, entre éprouver et devenir. Magnifique distinction dans la lettre de Mène de Biran à Destutt de Tracy. L'erreur de Condillac, au moins si l'on tient à cette lettre de Biran à Tracy, vient de cela qu'il a voulu introduire de la temporalité, voire de la médiation et de la progression, les sensations modifiées, là où en réalité l'expérience de l'affection de soi par soi est atemporelle, absolument immédiate et totalement donnée. Bon, ceux qui connaissent Michel Henry, vous êtes ahuris parce que c'est vraiment du Michel Henry. Hein. Alors, s'il n'y a pas de moi dans la première infection, s'insurge donc Biran en s'adressant à Tracy, comment pourra-t-il être dans la seconde, ou dans le passage de l'une à l'autre, dans la combinaison de plusieurs? Point d'interrogation. Car en un tel cas, soit l'hypothèse condillacienne d'une progression ou d'un apprentissage de la statue jusqu'à dire moi par le toucher, on serait alors bien obligé de dire, à tort, que l'être sentant, je cite, devient successivement ou simultanément, mais non pas, je cite, qu'il éprouve. Le mot est lâché par Mène de Biran. Il s'agit d'éprouver ou de s'auto-éprouver, mais non pas de devenir, ce qui va donner toutes les difficultés de la théologie de l'histoire, la physiologie de l'histoire et de la théologie de l'histoire chez Michel Henry, mais dans toute la phénologie d'ailleurs.
Ce qui caractérise Biran, au moins relu dans le cadre de la phénoménologie radicale, Michel Henry, est l'absence de devenir, voire d'histoire et de temporalité, pour un sujet à qui tout est déjà donné, y compris lui-même à lui-même. Le pathos de la souffrance et de la jouissance ne devient pas, je parle comme Michel Henry, il est épreuve de moi dans une archi-révélation de l'affect, où il ne reste et ne peut rester que l'acte même de s'éprouver et de m'éprouver. C'est ainsi avec raison que l'on classera Michel Henry, directement héritier de ce fait du sens intime biranien, au nombre des philosophes de la donation, et donc en bonne place parmi les auteurs du dit tournant théologique de la philosophie française, quoique par ailleurs il ait pu en dire ou en penser. J'ai souvent raconté cette anecdote qu'en 1991, pour ceux qui étaient déjà de ce monde, je suis allé donc à Nanterre pour un colloque sur le tournant théologique de la philosophie française. On était une vingtaine, il y avait Didier Franck qui était là. Et en face de moi, il y avait donc Michel Henry, il y avait Dominique Janicot, il y avait Jean-Luc Marion, et Éric Coeur aussi qui était là. Et je me souviens, Michel Henry dire en 91 à Dominique Janicot, mais cher ami, cher collègue, comment suis-je dans ce livre? Je n'ai rien à voir avec la théologie. Je n'ai jamais écrit de théologie. Ah non, c'était à Nanterre. En tout cas, moi j'étais à Nanterre. Ah, deux fois la même chose. En tout cas, il a dit qu'il n'avait rien à voir avec la théologie. Et on peut dire quand même que Janicot avait bien vu quand on pense à la trilogie à venir. Bon, fin de parenthèse. Mais pour dire donc que Michel Henry, c'est un philosophe vraiment, je pense, du tournant théologique et aussi, surtout, de la donation. Car c'est cela que critique en réalité philosophiquement Dominique Janicot. L'affection est auto-affection ou donation de soi à soi, fût-ce aussi dans un autre que par un autre dans le cas de la Trinité auto-affectée, par quoi, chez Michel Henry comme chez Mène de Biran, tout est donné et délivré d'un coup. C'est vrai aussi pour Mène de Biran dans « Je suis odeur de rose ». Le sentir soi-même est l'essence du sentiment par lequel je sens et ressens toute chose. Je vous cite ici l'essence de la manifestation de Michel Henry. C'est là, on dirait vraiment du Mène de Biran, c'est là ce qui constitue l'essence du sentiment, l'essence de l'affectivité, pensez au fait primitif du sentiment, se sentir soi-même, pensez à la statue, de telle manière que le sentiment n'est pas quelque chose qui se sent lui-même, tel ou tel sentiment, tantôt celui-ci et tantôt celui-là, mais précisément le fait de se sentir soi-même, considéré en lui-même, dans l'effectivité de son effectuation philologique, c'est-à-dire sa réalité. On est ahuri quand on lit ce passage, c'est le passage le plus important, le plus connu, l'essence originaire de la révélation comme affectivité dans l'essence de la manifestation. Ce passage central de l'essence de la manifestation, il vient directement de Mène de Biran, mais les lecteurs ne pouvaient pas le savoir tant que Philologie et Philosophie du corps n'étaient pas publiés, mais on le voit. Mène de Biran était bien le chapitre inaugural de l'essence de manifestation. Troisième point, après la vertu mystérieuse et l'affect séparé, l'existence lapidaire, qui sera donc notre propre thèse en face de Michel Henry et Biran, voire Condillac. La chose, l'existence lapidaire, de lapis la pierre. La chose est donc claire. Michel Henry, à la suite de Mène de Biran, cherche à radicaliser la statue de Condillac plutôt que de simplement s'y opposer, de remonter à la subjectivité auto-impressionnelle, auto-impressionnelle, plutôt que de nier d'un bloc l'opération de réduction du traité des sensations qu'avait parfaitement conduite, quant à lui, Condillac. Ni Henry, ni Biran ne nient le bien fondé de la statue, en imposant, par exemple, qu'il faudrait dire que nous naissons directement à nous-mêmes, par nous-mêmes, à nos cinq sens. Ni Biran ne le dit, ni Condillac ne le dit, ni Henry ne le dit. On est à soi-même par le toucher, au départ, pas par les sens. Même si chez Condillac, à la fin, ce sera par les sens. Fût-ce pour dire moi, ce n'est pas la suspension des sens que critique Biran chez Condillac, et pas plus Henry d'ailleurs, mais que tout n'aille que dans un seul sens. Au sens de la direction, cette fois, attention, ce n'est pas la suspension des sens, sensation, mais que tout va dans un même sens, direction, c'est-à-dire du dehors vers le dedans, la main qui heurte la poitrine, Condillac, et non pas du dedans vers le dehors,
la main qui se sent elle-même, en elle-même, de façon intramusculaire, sans aucune prise. On va le voir. Reste, alors, d'accord avec cette interprétation, qui est tout à fait juste, si on s'appuie, par exemple, sur la lettre à Destutt de Tracy. Reste qu'on rappellera la double lecture en creux, et non plus en plein, y compris de la statue de Condillac que nous avons suggérée en 5C, la double lecture. Car ici se trace une troisième voie, hors de l'interprétation unilatérale de Biran et Henry quant à la statue de marbre. Tout, en effet, ne doit pas être rejeté dans cette statue inanimée chez Condillac, c'est ma thèse, même lorsqu'elle ne peut pas encore dire « moi » et ne dira jamais « je ». Ce qui se dit de la sensation modifiée, de la statue qui devient odeur de rose, jusqu'à dire « moi » par le toucher, peut à l'inverse se lire dans le cas du trauma, ce que j'ai essayé de dire la dernière fois. Non pas gagner en sensation, ce que va faire Condillac pour un point, mais perdre toutes les sensations. Maladie, mort d'un enfant, catastrophe naturelle, pandémie. Séparation, pandémie. Donc non pas gagner en sensation, mais perdre toutes les sensations, non pas dire je ni moi, mais me découvrir hors de moi, on a dit ça dans l'excursus, comme si jamais ou jamais plus je ne pourrais me nommer, m'identifier, m'apparaître à moi-même, soit à en parler hors phénomène. Elle sera donc odeur de rose. L'âme est hors d'elle-même, disait Condillac. Dans la sensation modifiée, en effet, nous avons insisté, l'âme est projetée d'elle-même, d'elle, hors d'elle-même, comme le notait mot pour mot le traité des sensations, je rappelle, je lis Condillac, magnifique. Voilà donc une sensation, le toucher, par laquelle l'âme passe hors d'elle-même. Si la main dit « moi », elle ne reçoit pas la même réponse par un corps qui lui résiste. La statue juge par ses manières d'elle tout à fait hors d'elle. L'extériorité par le toucher, qui n'est pas la même que par le goût, le toucher, la vue, l'odorat et l'ouïe. Il y a bien un pur dehors d'elle-même dans la sensation, qui fait que la statue ne se reconnaît pas elle-même. Elle n'est qu'odeur de rose, dira Condillac, et ne dira pas moi et non pas je, qu'à partir d'un hors de soi. La double neutralité d'un corps modifié, alors c'est ce que je soutiens, hein, la neutralité, uniquement dans cela même qui lui survient, la sensation ou l'odeur de rose qui lui tombe dessus, comme le hors-phénomène, et qui ne dira jamais je, mais tout juste moi, à l'accusatif moins dans la reconnaissance d'un appel que dans le dehors qui soudainement survient, devient dedans, eh bien, cette double neutralité essaiera donc d'atteindre la situation limite du hors affecté, ce qui est la thèse de hors phénomène, qui n'est ni auto-affecté ni hétéro-affecté, en aval par les sensations supprimées dans le cas du trauma, plutôt qu'en amont par les sensations constituées dans le cas du sensualisme. Mon hypothèse est que le trauma produit en sens inverse la constitution du moi dans la statue. Alors que la statue va devenir moi par le toucher, le goût, etc., eh bien, je deviens non-moi par la suppression de toutes les sensations, voire de moi-même dans le cas du trauma. Hors de moi, et ne pouvant à peine plus dire moi dans le sujet, hors je, hors JE, hors de moi-même, hors je, hors JE, U, hors du terrain de jeu, tel est ce que, selon Condillac, nous sommes au départ avant toute sensation, la statue de marbre, et tel est ce que nous pourrions devenir à la fin, en dehors de toute sensation, dans le trauma, redevenant statue de marbre ou comme une pierre. Je signale, mais je ne voudrais pas qu'il sait, mais que c'est l'expression très proche de quelqu'un de ma famille qui m'a parlé d'un enterrement très proche de moi. Et cette personne m'a dit « j'étais comme une pierre ». Devenant statue de marbre ou comme une pierre, ainsi que le décrit de façon poignante Charlotte Delbault, dans Aucun de nous ne reviendra à propos d'Auschwitz. J'en parlerai de Charlotte Delbault à propos du paralytique de naissance. Dernière séance, et si on est paralytique d'une main ou paralytique de naissance, est-ce qu'on peut pouvoir dire « je suis odeur de rose » ? Certainement pas. En deçà de l'humain se tient l'animal. Je suis dans l'existence lapidaire. En deçà de l'humain se tient l'animal. Mais en deçà de l'animal se découvre le bestial. Mais en deçà du bestial croupit toujours le minéral. Il y a du lapidaire en l'homme, avions-nous déjà noté par ailleurs, dans Ça n'a rien à voir, à propos de Freud.
au sens étymologique, qui devient pierre, lapis, et non pas seulement tranchant, quand quelqu'un est lapidaire, de sorte que le retour à l'anorganique, anorganisch, ou au sans-vie, leblose, professé par Freud dans Au-delà du principe de plaisir en 1920 dans la figure du ça, ne manque pas de pouvoir être lu, au moins en creux, dans cette statue pierreuse de marbre en train de s'animer. Là où la statue progresse dans les sensations transformées, le traité des sensations de Condillac, elle redresse et se coupe de tout, y compris d'elle-même dans le trauma, hors phénomène. Mais dans tous les cas, comme dans les deux cas, une existence lapidaire ou de pierre nous attend dans notre existence, qu'elle soit dans la progression des sensations, sensualisme, ou dans leur pure et simple suppression, trauma. Apprendre uniquement par expérience, sensualisme, suppose aussi qu'il y ait de la non-expérience, voire de l'anexpérience, plutôt que de l'inexpérience. C'est un débat que j'ai avec Jean-Yves Lacoste sur ce point. Je cite ici une thèse, parce que j'ai résumé hors phénomène dans un mémorandum en 10 thèses, il y a juste 2 pages, mais c'est un mémorandum en 10 thèses. Je vous cite la thèse 3, qui s'intitule « Le pire ». Le pire n'est pas que quelque chose de pire puisse encore m'arriver, une maladie ou une guerre par exemple, mais le pire est que rien de pire ni de meilleur ne puisse survenir, en cela que mes capacités de souffrir ou de faire événement ont été annihilées. Bien. Alors, après ce paragraphe, premier point, l'herméneutique de Mène de Biran que j'ai résumé. Deuxième point, l'homme affecté, une vertu mystérieuse, l'affect séparé, l'existence lapidaire. Nous arrivons donc au troisième point, essentiel, qui s'intitule « Je suis odeur de rose », paragraphe 10 dans le livre, qui répond très exactement au paragraphe 6 que nous avons étudié la dernière fois, « Elle sera odeur de rose ». Donc, troisième point, je suis odeur de rose. Je suis odeur de rose, telle sera alors la formule de Mène de Biran, contrebalançant, mais aussi tordant de l'intérieur, à l'image du serpent de la Genèse, avions-nous dit en forçant un peu le trait, l'expression exacte de Condillac, elle sera donc odeur de rose. Là où l'un, Condillac, pose la pure neutralité d'un « elle sera », voire « elle sera donc », à la troisième personne, pouvant tout au plus dire « moi » à l'accusatif, l'autre, Biran, affirme tout de go l'identité d'un « je suis » à la première personne pour en tirer un « ego » au nominatif. Ni appelant, ni appelé. Enfin, France ici a toutes les philologies de l'appel. La fin de hors phénomène, la conclusion s'appelle une philologie sans appel, à tous les sens du terme. Ni appelant, ni appelé, car il n'y a ici ni donnant, ni donné, mais plutôt du résistant et du résisté. Le transfert du « elle sera » au « je suis », nous l'avons indiqué dans l'homme statut, paragraphe 5, marquera un des tournants majeurs pour dire aujourd'hui ce qu'il en est de notre corporéité. C'est alors à l'aide d'une parole détournée, « je suis odeur de rose », avec rien sous la main, pour rejoindre le fait primitif de l'aphore, la tension intramusculaire purement interne, que Biran corrige, ou plutôt déploie dans un autre sens la statue de Condillac. Dans les deux cas, il s'agira bien de constituer la subjectivité. Moi chez Condillac, je chez Biran. À partir de la corporéité, solidité du corps chez Condillac, corps propre ou chair chez Biran. De sorte que bien avant Nietzsche, on pourra s'appuyer sur ce débat pour s'exclamer plus tard dans un fragment posthume du philosophe de Nietzsche, en 1882, Der Leib philosophiert, c'est le corps qui philosophe. Premier point de « Je suis une odeur de rose », la parole détournée. Vient alors le texte, ou plutôt le débat, texte à texte. Comme on parle aussi de peau à peau,
dans la proximité de la mère et de son enfant à la naissance, tant ils sont proches et aussi prêts à se séparer. Je n'ai jamais entendu parler du pot à pot dans les naissances. Le texte à texte, c'est le pot à pot. Proximité et séparation. La lettre adressée à Destutt de Tracy du 30 avril 1804 trouve alors son sommet et son point d'acmé, nous l'avons dit, dans l'essai sur les fondements de psychologie de 1812. Je rappelle que tout ça n'a jamais été publié. Je rappelle que Mende de Biran n'a publié de son vivant que 300 pages et que les œuvres complètes font 10 000 pages et que tout ça a été retrouvé par hasard, ou presque. Donc, en 2 passages où Biran reprend et réfute l'interprétation condillacienne de la statue qui devient odeur de rose d'une part. Et ici, c'est l'essai sur les fondements de la psychologie dans l'introduction générale, la détermination du fait primitif, et qui, par le toucher, finit par s'exclamer « c'est moi encore », c'est moi encore d'autre part. Et ici, nous sommes dans le chapitre 3 de la 3e section, le 2e volume dans l'édition de Tisserand d'ailleurs, de l'œuvre de Mende de Biran. C'est tout un travail pour s'y retrouver, croyez-moi, mais on finit par y arriver. Je suis odeur de rose, et non plus elle sera donc odeur de rose. Telle est donc la façon erronée dont l'essai sur les fondements de la psychologie de Mende de Biran, cette fois en 1812, cite et commente le traité des sensations de Condillac, précédemment étudié de Condillac en 1754. Je vous lis donc cette citation si fondamentale de la lecture fautive de Mende de Biran, qu'a souligné Francine Markovitz, même si elle rajoute une odeur de rose, alors que Condillac, je l'ai dit, n'a jamais dit « elle sera une... Mende de Biran n'a jamais écrit « je suis une odeur de rose », même Mende de Biran a écrit « je suis odeur de rose », mais Condillac n'a jamais écrit « je suis odeur de rose », il n'a que écrit « elle sera donc odeur de rose ». Mais ni l'un ni l'autre ont dit « une odeur de rose » qu'introduit Francine Markovitz dans la citation en se trompant. Moi-même, j'avais introduit, c'est à un moment donné, mais des jours plus tard, il n'y en avait pas une, alors bon, j'ai tout corrigé, mais je ne l'avais même pas vu. Donc, je suis une odeur de rose et non pas elle sera une odeur de rose. Voici la citation. Je cite. Or, c'est bien la réponse du berger à la bergère. Or, tant que la statue est odeur de rose, c'est Mende de Biran qui parle cette fois, et rien de plus, elle n'existe pas pour elle-même. Il n'y a point de fondement intérieur à la copule « je suis ». Incroyable. Elle n'a jamais existé, cette copule, chez Condillac. Car s'il y avait pour la statue un fondement antérieur à l'expression de ce fait « je suis odeur de rose », à l'expression de ce fait « je suis odeur de rose », que Condillac n'a jamais écrit, elle ne serait pas plus identifiée avec cette modification que l'individu qui dit de lui-même, écoutez bien, c'est du Mende de Biran et pas du Michel Henry, je suis souffrant, triste, bien ou mal, ne s'identifie pas avec telle modification accidentelle qu'il s'attribue comme fait circonstanciel de son existence, associé mais non identique avec elle. Fin de citation. L'étonnement est d'abord là, quand on voit les textes, qu'il convient de rappeler. Elle sera, je suis, à la suite de Francine Markovitz, dans son ouvrage La statue de Condillac de 2018, je rappelle, voilà ce qu'elle dit, il y a 2 énoncés qui ne sont pas équivalents, elle est odeur de rose, je suis une odeur de rose, ben non c'est pas une, alors il faut mettre entre parenthèses, voilà l'erreur. La statue de Condillac peut-elle dire à la première personne, comme l'écrit Mende de Biran, je suis une odeur de rose? On peut longtemps chercher cette phrase dans le traité des sensations. Bref, si on voulait trouver la formule de Mende de Biran citant Condillac, je suis odeur de rose, on ne la trouvera jamais. Non seulement car elle n'y est pas quant à la forme, mais parce qu'elle ne peut pas y être quant au fond. Mieux, le mouvement est inverse, et c'est pourquoi il nous fut loisible de rapporter l'âme hors d'elle, condillacienne, au hors phénomène ou au sujet hors jeu, en attendant de le retrouver à nouveau chez Mende de Biran cette fois, dans l'exception du fait primitif du sens intime et du fait primitif de l'effort, parce qu'on verra qu'il y a aussi du trauma, pas seulement chez Condillac, quand on remonte à la statue qui n'a aucune sensation, mais il y a bien sûr du trauma chez Mende de Biran, et on va le voir grandement, on va voir le rêve, la folie,
le sommeil, la paralysie, c'est extraordinaire. Mais il y a bien sûr du hors-phénomène, mais parce qu'il y a des exceptions massives chez Maine de Biran, surtout lorsqu'il discute avec les médecins et les chirurgiens de la Société médicale de Bergerac qu'il a fondée en 1805, et que ces exceptions seront les lieux du trauma. J'y reviendrai, simplement pour vous dire que ce n'est pas que chez Condillac. Alors que d'un côté, Biran, le mouvement de la statue n'est que celui de l'appropriation. Dans un « je suis odeur de rose, toujours déjà posé à l'avance, fut-il senti, ressenti, pas seulement pensé », différence avec Descartes. De l'autre, Condillac cherche et atteint la désappropriation. Dans un « elle sera » ou « elle devient odeur de rose », pour en être totalement transformée, modifiée, voire identifiée. Autant d'exceptions, autant de modifications. Là où tout est donné, y compris l'ego lui-même, fût-ce par le corps propre, cela même en réalité fut acquis, ou plutôt appris, par une altérité qui ne cessait de me modifier. Pour Condillac aux yeux de Biran. Maine de Biran travaillait-il alors sur des chimères, puisqu'il s'est trompé de formule? Comment une telle critique pourrait-elle porter vis-à-vis de Condillac? Si dès l'abord la formule fondamentale de son égoïté est erronée, elle sera donc odeur de rose, Condillac, je suis odeur de rose, Biran. On le sait, ce sont dans les mésinterprétations que se forgent les plus grandes philosophies et aussi le renouvellement de la pensée. En quoi il n'y a rien à reprocher à Condillac, à Maine de Biran, comme on n'a rien à reprocher à Michel Henry, comme on n'a rien à reprocher à Heidegger. Il n'y aurait pas de philosophie en dehors des mésinterprétations, bien sûr, même s'il faut s'appuyer sur les interprétations historiques qu'on doit connaître. Alors, oui, ce sont dans les mésinterprétations que se forgent les plus grandes philosophies et aussi le renouvellement de la pensée. Car ce n'est pas lorsqu'on n'a pas d'idée, car ce n'est que lorsqu'on n'a pas d'idée que l'on se contente de commenter. Michel Henry le savait, assumant sa propre lecture de Biran, en partie au moins justifiée, et qui lui a permis lui-même de largement avancer. On aura certes raison d'accuser toutes les hérésies biraniennes de Michel Henry, parfaitement diagnostiquées d'ailleurs par Anne de Varieux, dans un livre dont je parlerai à la dernière séance, magnifique livre, L'intériorité réciproque, l'hérésie biranienne de Michel Henry en 2018. Donc on aura tout à fait raison d'accuser ces hérésies biraniennes tout à fait justifiées. Mais bien sûr, elles n'enlèveront rien à son génie, ce que reconnaît bien sûr Anne de Varieux aussi. Henry est finalement à bonne école avec Biran. Détourner une pensée, Biran avec Condillac, mais aussi Henry avec Biran. Et c'est là le problème, l'hérésie biranienne. Cela est finalement faire preuve d'une véritable fidélité, créatrice, comme le dirait Gabriel Marcel, dans sa fidélité créatrice, et non pas uniquement reproductrice, comme la pratique de nombreux étudiants, parfois à l'école de leurs professeurs, dont on oublie aussi qu'ils devraient être leurs maîtres. Bon, je ferme la parenthèse, mais les étudiants aussi doivent être créateurs. Alors évidemment, on leur reprochera toujours leur mésinterprétation. Mais à partir du moment où l'historicité du texte est posée, j'appelle ça blindé, vous avez le droit d'interpréter. Dans l'hérésie se tient la juste orthodoxie, dès lors que l'interprétation d'un texte est aussi historiquement documentée, c'est à l'avoir oublié que la philosophie cesse parfois de penser. On fait la pause, 5 minutes 5 minutes, ouais. Bien, un très grand merci Emmanuel. Donc nous faisons une pause de 5-6 minutes, pas davantage, afin de vous permettre de développer sans résumé votre pensée, cher Emmanuel. Donc il est précisément 7h moins 1, on dit donc 19h05 si vous voulez bien. Voilà, à tout de suite. Bien, alors nous reprenons. Après nous être demandé si Maine de Biran travaillait sur des chimères, et nous posons cette question, nous avons dit que les mésinterprétations font aussi partie de la pensée philosophique. Pourquoi alors et comment la critique biranienne de la statue de Condillac fait-elle sens, au moins en ce premier moment
où elle commence à s'animer et sent l'odeur de rose. Donc on va voir l'odeur de rose et après on verra plus tard le toucher. C'est moi, c'est bien moi. En cela, et la chose est clairement indiquée, qu'il faut bien dès l'origine, ou plutôt dès le commencement, s'ancrer dans l'archi-révélation d'un principe, pour parler comme Michel Henry, ou poser, je cite Maine de Biran, un point de fondement intérieur à la copule « je suis ». Certes, il n'y a pas de « je suis », mais seulement un « elle sera » chez Condillac. Et donc, à l'identité et à la subjectivité chez l'un, Biran, on opposera l'aliénation et l'objectivation chez l'autre, Condillac. Mais la chose une fois dite, mentionnée et analysée, nous avons étudié un chapitre la dernière fois qui s'appelait « Elle sera, je suis », reste à donner la parole au penseur de Bergerac lui-même, et à le laisser parler lui-même, pour que sa critique condillacienne fasse aussi œuvre de nouveauté. Il ne s'agit pas de sauver seulement Condillac, on peut aussi sauver Biran. Chercher un fondement intérieur, en dehors de toute extériorité, n'est pas en effet d'une grande originalité au XVIIIe siècle, au moins à la suite de Descartes, et quand bien même il faudrait le désubstantialiser, on l'a très bien vu dans la lecture que Maine de Biran menait de Descartes, reste, donc c'est pas très original de dire que tout part de l'intériorité, depuis le cogito, reste que si l'intériorité est cette fois l'affectivité, et non plus la pensée, le ressenti de l'odeur de rose, et si elle sera tirée du corps propre plutôt que du corps objectivé, le fait primitif de l'effort ressenti dans ma main indépendamment de tout objet, il y a là plus que du tout neuf. La nouveauté, ce n'est pas la subjectivité. La nouveauté, c'est une subjectivité dans l'affectivité qui est en même temps liée de façon concomitante à ce que Maine de Biran appelle le corps propre. Bref, c'est penser en même temps l'abbé Findeschkalk et le Leib. Donc, il y a là du tout neuf. Il y a là plus que du tout neuf. C'est au contraire du jamais vu et du jamais entendu. Osons le dire, ou plutôt le souligner, il ne suffit pas de baptiser Maine de Biran en guise de Kant français, souvent appelé ainsi, mais on pourra aussi l'ériger au titre de père français de la phénoménologie allemande. Si tant est qu'on tolère encore cette outrecuidance, je m'adresse ici à de nombreux collègues et étudiants qui sont à l'étranger, enfin en dehors de la France, si tant est qu'on tolère encore cette outrecuidance de la philosophie française et de ses philosophes, de tout ramener à eux, voire à elles. Bon, Maine de Biran, le Kant français, voire Maine de Biran, le père français de la philosophie allemande, c'est peut-être beaucoup, mais pourquoi pas. De la sensation de l'odeur de rose, en effet, Condillac, on passe au se sentir ou à l'éprouver qu'elle produit en elle. Non plus l'expérience, on passe chez Maine de Biran, non plus l'expérience comme apprentissage empirique, expérior, mais l'expérience comme vécu interne chez Maine de Biran, Leibniz. Ce n'est plus seulement le « je suis odeur de rose » qui intéresse Biran lorsqu'il lit Condillac en tordant Condillac. C'est bien plutôt, je rappelle, « je suis souffrant ». Triste, bien ou mal, par lequel il latéralise, voire neutralise l'odeur de rose. Au moins en guise d'extériorité, je vous relis la formule que j'ai citée tout à l'heure. Car s'il y avait, de Maine de Biran, car s'il y avait pour la statue un fondement réel intérieur à l'expression de ce fait « je suis odeur de rose », elle ne serait pas plus identifiée avec cette même modification que l'individu qui dit de lui-même « je suis souffrant, triste, bien ou mal ». On dirait vraiment de la philologie, comme du Wittgenstein, entre autres. Je suis mon corps propre et je suis mon affect mien. Telle est la voie que de la phénoménologie subjective de Maine de Biran, que Michel Henry certes retrouve, mais aussi bien Ricoeur ou Merleau-Ponty. Les trois en seront étonnés. Je suis odeur de rose, comme je suis souffrant ou jouissant. Tel est le point de départ qu'il faut poser chez Maine de Biran, souffrant, jouissant. Et on le voit à quel point Michel Henry, tout entier, ne fait qu'en dériver. Le « je suis »
mon affect, voire le je suis mon corps, prime tout de go sur le j'ai ou je subis un affect de l'extérieur, voire j'ai à corps, y compris dans sa matière et son objectivité. Je cite ici la célèbre définition du fait primitif chez Mende de Biran, la plus célèbre d'ailleurs. Le fait primitif, pour citer ici cette célèbre définition un peu plus loin dans le texte de l'essai sur les fondements de la psychologie, le fait primitif, dit-il, n'est point la sensation toute seule, mais l'idée de la sensation qui n'a lieu qu'autant que l'impression sensible concourt avec l'individualité personnelle du moi. Fin de citation. C'est l'introduction de l'essai sur les fondements de la psychologie. Concourir avec le moi, tel est l'unique objet, ou plutôt la visée de l'impression sensible. Un moi non pas produit, mais concouru, au sens où l'impression sensible, le senti et le ressenti, et l'individualité personnelle du moi, égoïté, participent ensemble en même temps à une unique épreuve, à l'instar de chevaux participant à une même course et campés sur une même ligne de départ. Le senti, le moi, l'affectivité et le corps propre. Mende de Biran est un philosophe du donné, avant même donc que Michel Henry et une grande partie de la philosophie française, en cela qu'il y a toujours du révélé qui se tenait déjà là, que ce soit pour me constituer dans mon auto-affectivité, Henry, ou me déborder dans le vis-à-vis de l'altérité, Lévinas, ou me destituer dans la figure de l'interloqué, Marion. Dans chaque cas, comme dans tous les cas, se produit dès l'origine, ce que je critique dans Orphénomène, une sorte de déneutralisation de la neutralité, à l'instar d'ailleurs de la déneutralisation opérée par le visage chez Emmanuel Lévinas, relativement à la pure nuit de Maurice Blanchot. Se tient pourtant toujours là aussi, dans la statue de marbre de Condillac minéralisée, mais selon un autre départ qui est celui de l'absence de soi à soi, ou du pur dehors en soi, une existence lapidaire qui a peut-être de quoi encore nous enseigner, de sorte que le hors-phénomène, voire le corps épandu, ne sera dans ce cas pas manqué ou oblitéré, au seul titre, dit-on, qu'ils n'appartiennent plus à la phénoménalité. Bon, je ne développe pas ces débats, mais ce sont des débats récurrents. Loin d'opposer Mende de Biran à Condillac, ou une certaine voie de la phénologie française, du donné, à celle que nous essayons de notre côté de tracer, l'Ilia chez le premier Lévinas, ou l'irréductible chez Henri Maldinet, on y trouvera là deux manières différentes de penser, de sorte que n'être que d'odeur de rose, Condillac, désignera bien une certaine forme de réalité traumatique, ainsi que de reconnaître que j'ai un corps, et non pas simplement que je suis mon corps. Dans la maladie, par exemple, j'ai souvent écrit, à force de dire que je suis mon corps, et non pas que j'ai un corps, un jour mon corps m'aura. Car le corps finit toujours par m'avoir, que ce soit dans la maladie ou dans la mort. L'impossibilité à m'approprier dans le corps correspondu comme dans la pensée fait aussi atteindre une forme de minéralité qui de toujours à toujours me guette dans l'existence traumatique, être comme une pierre. Et la statue de marbre de Condillac peut aussi l'aider à penser, si tant est que l'on ne dit pas « elle sera donc odeur de rose », un « je suis odeur de rose ». L'exception du toucher, dans le « c'est moi encore », paragraphe 7, qu'on a étudié la fois, répondait alors et faisait sortir chez Condillac lui-même de l'identification totale de la statue à la simple odeur de rose. Donc je rappelle, et pour ceux qui n'étaient pas là, que le paragraphe 7 qui s'intitule « L'exception du toucher » est le moment où Condillac analyse le dernier sens, le toucher, où la main, par hasard, tombe ou choque la poitrine, et là, tout d'un coup, parce que dans le sens du toucher, il y a réversibilité, je vais dire « c'est moi encore ». Comme dit Aristote, je ne peux pas me sentir, me humer,
Je ne peux pas me goûter, je ne peux pas me voir, je ne peux pas m'entendre. Je peux me voir dans la pupille de l'autre, dit Platon dans l'Alcibiade, mais pas davantage, mais je peux me toucher. Et c'est cela qui fait, la perception, ou en tout cas le surgissement de l'égoïté. Donc l'exception du toucher dans le « c'est moi encore » faisait sortir du sera donc une odeur de rose. Quel sens alors attribuer au toucher et à la main chez Mène de Biran cette fois, dont on sait combien il puise lui aussi chez Aristote. Malheureusement, je ne vous ai pas lu les 2 grands paragraphes sur le toucher chez Aristote et la main chez Aristote. Je n'avais pas le temps, mais ils sont dans le livre. Pour redonner en ce sens la priorité au toucher. Tel est le lieu de la naissance de la subjectivité charnelle biranienne, le toucher, ou du « je suis » qu'il convient maintenant d'interroger. Alors, 2e point, donc on est dans le 3e point. Un premier point, l'herméneutique de Mène de Biran que j'ai résumé, la résistance métaphysique, le choc en retour, l'ontologie de la chair. 2e point, l'homme affecté avec la vertu mystérieuse, il y a bien quelque chose dans la statue pour qu'elle puisse dire « je suis odeur de rose ». L'affect séparé, car c'est l'horreur de Condillac de ne pas avoir séparé l'affect de la sensation, et l'existence lapidaire, qui est mon interprétation de Condillac dans le cadre du trauma. 3e point, je suis une odeur de rose. 1er point, la parole détournée, du elle sera odeur de rose à je suis odeur de rose. Maintenant, 2e point, rien sous la main. Donc on est dans le toucher. Rien sous la main. La main peut tout parce qu'elle n'est rien. Cette formule de Jean-Louis Chrétien dans l'appel à la réponse nous a servi de fer de lance. Malheureusement, je ne vous ai pas lu, mais il y a une longue analyse de Jean-Louis Chrétien et d'Aristote dans l'herméneutique charnelle, enfin, dans ce passage sur la philologie de Mène de Biran. Cette formule de Jean-Louis Chrétien dans l'appel à la réponse, la main peut tout parce qu'elle n'est rien, nous a servi de fer de lance, ou plutôt de rampe de lancement à ce débat entre Condillac et Mène de Biran quant au sens à donner à la statue de marbre qui s'anime de l'extérieur, Condillac, ou déjà animée de l'intérieur, Biran. Car c'est bien dans le De Anima d'Aristote, nous l'avons montré, que la double analyse du toucher et de la main y prend racine, fonction et membre agissant dans la statue qui se touche ou non, pour dire moi ou je. On ne peut pas étudier la statue de Condillac et de Mène de Biran sans revenir à Aristote. Le toucher est le premier des sens pour le stagirite, et en cela Biran comme Condillac s'en souviendront, c'est dans le De Anima, d'abord parce qu'il est le plus universel, dès lors qu'il appartient à tous les animaux, et est même la condition pour être animal, je cite Aristote dans le De Anima, 434 B20, il est clair qu'il n'est pas possible que sans le toucher, l'animal existe, mais donc l'homme. Mais il est premier aussi, le toucher, en cela, nous l'avons encore souligné, que lui seul est réflexif. Je cite ici Jean-Louis Chrétien qui commente Aristote. Je ne saurais toucher sans aussitôt être touché, parce que ce que je touche avant toute réflexion de sa propre tangibilité, ce avec quoi j'entre en contact, entre en contact avec moi, indiquait Jean-Louis Chrétien commentant Aristote. Quant à la main, après le toucher, et c'est le second point aristotélicien, aussi mis en œuvre dans la statue, se touchant par la main qui bute sur la poitrine pour dire « moi », ou se sentant dans sa main l'effort musculaire pour dire « je », qu'on dit avec Biran, c'est la main, elle est l'instrument de tous les instruments, formule d'Aristote, qui donc, pouvant tout, l'outil comme le prolongement du corps et donc de la main, nous l'avions dit avec Bergson, ne peut rien. Et je vous cite maintenant Aristote dans les parties des animaux, livre 4, très important parce que c'est question de main et de toucher. La main semble bien être non pas un instrument mais plusieurs, car c'est comme si elle était un instrument pour des instruments. Oui, on prend les instruments dans la main. La main, en effet, devient griffe, pince, corne, ainsi que lance, épée et toutes autres sortes d'armes et d'instruments. Elle sera tout du fait qu'elle est capable de tout saisir et de tout tenir. Bon, belles analyses sur la main. Donc le toucher et la main. Or, telle est précisément l'originalité de Biran sur Condillac. Il y en a. En quoi il s'agit ici de reconnaître sa suprématie, au moins phénoménologique. À l'instar du Dasein Heideggérien, il
fallait bien y arriver. Nous avions indiqué la possibilité. La statue devient, dans la lecture de Biranienne de Condillac, sans main. Ou plutôt hors de toute emprise, à portée de la main ou sous la main. Ni foran de night. Alors c'est vrai que c'est tout d'un coup, je dis, ah ben oui. Ni foran de night, à portée de la main. Ni soit de night, sous la main n'a plus rien devant elle, pour mettre de Biran, forhanden, ou en elle, zuhanden, pour saisir les choses et se saisir elle-même. Il faut mettre le zuhanden après, parce que bien, voilà. Pas de résistance à l'extérieur, car c'est seulement à terme que la boule de fonte ou le solide résistera toujours, on n'en a pas parlé, mais seulement dans une vie vue à l'intérieur. C'est donc avec rien sous la main, titre du chapitre, enfin du paragraphe, c'est le moins que l'on puisse dire, que le sujet biranien sait non seulement qu'il a une main ou des mains, ce qui serait le cas de Heidegger dans un Dasein ouvert au monde, l'être là, Vorhanden, etc., mais qu'il est une main ou des mains. Ce qui fait qu'on ne pourra pas dire à propos de Mendes de Biran ce que Jean-François Courtine a dit à propos de Heidegger, à savoir que le Dasein heideggerien n'a pas de main, comme le disait d'ailleurs Hegel à propos de Kant. La réduction, un très bel article de Jean-François Courtine sur le Dasein et la question de la main chez Heidegger. C'est donc avec rien sous la main, c'est le moins que l'on puisse dire, que le sujet biranien, c'est non seulement qu'il a une main, mais qu'il a une main. La réduction est complète, radicale et universelle. S'il est un effort qui n'est pas la pression extérieure pour qui Biran qu'il ne dit rien de l'ego pour Biran, cet effort ne peut être senti que dans la main, c'est-à-dire dans la partie pressante, la main, en dehors de toute partie pressée, un corps ou l'autre main. Plus d'objets à l'extérieur de moi, objectivité pour Biran, mais même plus non plus qui accède à soi par la résistance de son propre corps, le touchant touché. Disqualification définitive de Merleau-Ponty, chez Michel-Henry, bien sûr, on l'a vu, le chiasme, mais bien sûr chez Mendes de Biran aussi, puisqu'il va refuser que la main touche la poitrine, comme Condillac. Ne reste, chez Mendes de Biran, comme chez Henry, qu'un se touchant, entendu comme se ressentant de l'intérieur, d'où la dualité en français du « qu'est-ce que tu sens » comme sentir et ressentir. Quand vous dites « qu'est-ce que tu sens », qu'est-ce que tu touches et qu'est-ce que tu ressens, autrement appelé par Mendes de Biran, aperception immédiate, interne, du corps propre. Je vous cite Mendes de Biran. Le sens de l'effort est tout intérieur, écrit de façon magistrale le penseur de Bergerac dans le chapitre de la deuxième partie de l'essai sur les fondements de la psychologie. Donc on sort de l'odeur de rose qui était dans l'introduction des fondements de la psychologie pour arriver dans le deuxième volume de Tisserand, si je prends dans Tisserand, le volume 9, et dans cette deuxième chapitre de la troisième partie, je lis donc, le sens de l'effort est tout intérieur, chapitre qui a impressionné Michel-Henry, bien sûr, et l'espèce de résistance que les muscles opposent à la force qui les contracte ne peut en aucune manière s'objectiver ou se représenter au dehors. La pression est ressentie dans la main qui presse et dans la partie qui est pressée. L'effort n'est senti que dans la main. Il n'y a plus de prise, il n'y a pas d'autre main. Et la résistance dans la partie à laquelle elle s'applique. Ce mode de résistance n'en suffit pas moins, comme nous l'avons vu, dit Mendes de Biran, pour compléter la perception immédiate interne du corps propre. Troisième point, après rien sous la main, l'hyperorganique. L'hyperorganique. Tout est donc et d'abord intérieur, mais aussi intramusculaire. Et c'est très sérieux parce qu'à l'époque, les études de médecine, les études de physiologie sont extrêmement développées, Bichat et bien d'autres, pour Mendes de Biran. Et s'il y a résistance, nous y reviendrons, résiste prouve que tu existes, lors de la dernière séance, formule de France Gall, elle n'est pas extérieure, pour Mendes de Biran, mais elle est néanmoins organique. Et c'est là tous les cas avec Michel-Henry. Voire physiologique et médicale, quand l'on sait combien Biran est attaché aux études sur la paralysie, nous le montrerons, et en guise de fondateur de la Société médicale de Bergerac,
Et nous parlerons de cette séance d'ouverture du 15 février 1807 à Bergerac. Et tel est ce qui ici pose question, et qui doit être mis ou soumis à la question, c'est-à-dire cette dimension organique ou hyper-organique de l'effort. Car quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, dans la prétendue réduction de l'ensemble de la pensée de Bergerac à la chair ou au corps propre, voilà ce qu'écrit Michel Henry à propos de Mène de Biran, ce rapport de la chair au corps n'est intelligible qu'à partir de la chair et non pas à partir du corps, dans Incarnation. Il y a pourtant du musculaire, de l'organique, et même de l'hyperorganique, même si ce terme a un sens très ambigu chez Biran, dans le sentiment de soi. Et je cite ici une note de Bernard Baertschi, tout à fait intéressant, dans son livre « L'ontologie de Mène de Biran ». L'ontologie de... Si Michel Henry a raison dans son interprétation, ajoute virgule, il est faux d'identifier, comme l'ont fait de nombreux historiens de la pensée biranienne, l'hyperorganique au spirituel. Il faudrait donner à ce terme un tout autre sens. Il voudrait dire qu'il ne s'agit pas de corps organique, mais de corps transcendantal. Certes, l'hyperorganique est ce qui fait naître à la subjectivité et définit l'âme humaine chez Mène de Biran. Je cite Mène de Biran dans les commentaires Imaginalia du XVIIe siècle, lorsqu'il commente les règles pour la direction de l'esprit, je cite Mène de Biran, passage essentiel, il est vrai de dire que la perception du moi est le seul caractère essentiel de la force hyper-organique que nous appelons âme, que nous entendrons ici au sens de force du moi ou force intérieure. N'entendons pas âme comme l'âme séparée du corps. Bien sûr. Certes, il faut distinguer la contractilité animale et la contractilité humaine, mot très suffisamment usé par Mène de Biran, contractilité. Mais ce qui fait précisément l'humain et son hyperorganique, en guise de redoublement de l'organe ou du muscle de la main qui sent et se ressent, lui-même sans objet, il n'y a rien à sentir, je ne prends rien dans la main, je peux dire je suis indépendamment du verre parce que je me ressens, ce n'est pas uniquement sa passivité animale, qui dans ce cas-là dirait je sens, mais son activité volontaire. En quoi l'effort fait précisément naître le moi ou le je dans le retour sur soi. Et là, c'est plutôt Michel Henry, parce qu'il n'y a pas d'effort volontaire chez Michel Henry. Il ne voit que la passivité interne. C'est parce que je me sens et me ressens, sensation, affection, dans mon corps propre, indépendamment de tout objet extérieur, mais dans une complète coïncidence de l'âme et du corps, à l'instar d'un Descartes qui se pense et se pense pensant dans la réflexivité, que le moi personnel est engendré. C'est aussi l'hyperorganique volontaire, en tant qu'il prend conscience de lui-même dans sa motilité qui fait l'homme, interprétation spiritualiste de Mène de Biran, d'où je suis encore retour, et non pas exclusivement sa pure égoïté comme forme de passivité, interprétation phénoménologique de Mène de Biran. Je cite ici Mène de Biran dans Existence et anthropologie, on en parlera plus tard, un essai absolument fascinant qu'il termine en 1823, une année avant de mourir, parce qu'en 1820, il a cette idée de fonder une société d'anthropologie, parce qu'il faut parler de l'homme concret, après avoir fondé la Société médicale Bergerac. Il ne fondera jamais sa société d'anthropologie, mais la question de l'homme concret, et non pas simplement du fait primitif de l'effort ou du sentiment intérieur, deviendra la vraie question de Mène de Biran. Et en ce sens, j'ai l'impression que dans mon propre parcours, je rejoins un peu ce mouvement qui va vers l'anthropologie, l'ontologie, voilà, la métaphysique, et pas simplement le sentiment intérieur de soi. J'avais donné cette formule, nous en avons soupé de l'intériorité, même si j'ai justifié que ce n'était pas qu'un billet d'humeur. Alors je cite donc Mène de Biran, dans Existence et anthropologie en 1823, dans la contractilité volontaire, il faut reconnaître une force hyper-organique dont l'idée ne peut venir de dehors, mais du fait de conscience, dualité humaine, une force active et libre, et une force sous l'empire de la nécessité. Donc c'est bien la contractilité que je sens et que je ressens volontairement, et non pas une contractilité que je subis, qui fera le « je suis ». Pas d'exception de l'organique, et plus encore de l'hyperorganique, au moins aux yeux de Mène de Biran lui-même, et donc pas de chair sans corps, bien au contraire. Nous y reviendrons dans la situation d'exception,
avec la main ou le corps tout entier paralysé. Nous verrons ce que c'est que d'avoir une main paralysée, dernière séance, 2 mains paralysées, que d'être un hémiplégique, à moitié paralysé, comme le disait le médecin Monsieur Régis, ou que de naître paralysé, un paralytique de naissance. C'est incroyable, on verra ça. Mais Mène de Biran est incroyable parce que ils font tout, donc sur la sensation, la main, le toucher, et puis il va essayer de voir toutes les exceptions par lesquelles il n'y a pas de main, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de sensation. Est-ce que si j'ai une main paralysée et qui touche une main non paralysée, je dirais je suis? Est-ce que je suis hémiplégique? Est-ce que je dirais je suis? Et est-ce que si je nais paralysé, ce qui est absolument impossible, je pourrais dire je suis? Si je nais paralysé, je ne dirai jamais je suis, dit Mène de Biran. Donc, pas d'exception à l'organique, à l'hyperorganique. Nous y reviendrons à la situation d'exception. Mais il est clair que pour le penseur de Bergerac, c'est bien toujours et aussi le musculaire, ou plutôt l'intramusculaire volontaire et réfléchi sur soi, je cite Mène de Biran, autrement nommé hyperorganique, qui pourrait me manquer pour dire moi, ou mieux pour dire je, si je ne le ressentais pas. Donc il faut quand même du corps, même si le corps propre. Ainsi que le souligne avec raison Anne de Varieux, et peut-être est-ce là la véritable hérésie de Michel Henry, je cite Anne de Varieux dans l'intériorité réciproque, l'hérésie méranienne de Michel Henry, je cite, « Creusant en amont de l'effort biranien, de l'ego avant... Non, est-ce que je répète, creusant en amont de l'effort biranien, de l'ego à l'avant-ego, Henry transforme une expérience intérieure active en une épreuve passive de soi. Bref, il y a certes du pathos chez Mène de Biran, son appartenance à une vie neutre qui le précède et ne va pas de soi. On ne trouvera pas d'archi ou de pur originel dans la pensée biranienne, qu'il s'agisse d'archivie ou d'archi-révélation, en cela que rien ne se donne du dehors de la résistance, qui est première, et suppose non seulement du corps propre, la chair, mais aussi de l'organique cœur-peur. Il est quelle heure là? 10 minutes encore? Alors je saute, un paragraphe que je saute qui s'intitule « Les 3 corps », paragraphe qui s'appuie d'ailleurs sur une très belle analyse de Barecci dans l'autologie de Mène de Biran, qui explique que Michel Henry a inventé un 3e corps qui n'est pas chez Mène de Biran, qu'il appelle le corps originaire. En fait, chez Mène de Biran, on n'a que le corps propre et le corps organique, mais pas de 3e corps. Et Michel Henry ne cherche de chercher, chez Mène de Biran, un 3e corps, le corps originaire, ce qui fait d'ailleurs qu'il ne comprendra pas du tout le corps organique résistant, ce qu'il va appeler dans le dernier chapitre de Phénologie et philosophie du corps, les contradictions de Mène de Biran. Dans l'hétérogène, nous y reviendrons. Alors je termine et je conclus avec le dernier point, la parole détournée, rien sous la main, l'hyperorganique, les 3 corps, j'ai sauté. Dernier point, tout d'une main. Après rien sous la main, l'hyperorganique, tout d'une main. Mais on n'ira pas trop vite cependant pour tout condamner de la lecture de Michel Henry, ce qui ne serait ni juste ni probant. Car ce qu'a vu l'auteur de Phénologie et philosophie du corps, et que nul n'a si bien analysé avant lui, et surtout pas Merleau-Ponty, c'est qu'il n'est nul besoin d'un touchant touché pour découvrir sa subjectivité. Ça, Biran l'a vu. Et Michel Henry, c'est pour ça qu'il critique tant le chiasme. Je vous avais expliqué que dans Incarnation, Michel Henry dit qu'il n'a pas besoin de touchant touché ni de chiasme, mais il ne cite pas Merleau-Ponty, mais il est très sévère. On a pu, certes, et déjà à 2 reprises, s'étonner de la virulente critique du chiasme du touchant et touché par Michel Henry. Je l'ai noté. Voilà ce que dit Michel Henry. La chair ne résulte pas du chiasme touchant-touché et ne peut être décrite correctement par lui. La chair vient avant le chiasme dans la condition du pouvoir toucher et ainsi du touchant en tant que tel. Bon. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que c'est la critique de Merleau-Ponty. Mais elle est maintenant comprise ou plutôt rejetée. Car, cette interprétation, car c'est d'une seule main ou tout d'une main que le corps propre est donné, indépendamment de tout touchant, de la chose, et de tout toucher de soi-même. Donc il n'y a pas de statut avec une main qui choquerait la poitrine, ni de rapport au corps extérieur pour pouvoir dire « moi » ou « je suis ». Pour Biran, en effet, comme pour Henry l'interprétant, non seulement la statue n'a rien sous la main,
mais elle n'a besoin que d'une main. C'est pour ça que ça s'appelle tout d'une main. Non pas tout faire d'une main, mais tout être d'une main. Car il suffit d'une main, et non pas de deux pour être. Alors que le touchant-touché dépend bien de deux organes qui se touchent, d'abord dans une extrémité, pour ensuite trouver une certaine forme d'intériorité chez Condillac, la main et la poitrine, et chez Merleau-Ponty, la main gauche touchante et la main droite touchée, plus rien ici ne demeure, sinon la pure époquée d'une main, que l'on dira ici auto-affectée, éprouvant sa propre égoïté. La main qui touche ou se sent... Ah pardon, excuse-moi, il n'y a plus d'autres mains, il n'y a plus comme ça. La main qui touche... excusez-moi, la main qui touche ou se sent et se ressent ne fait plus exception à l'œil, qui quant à lui ne saurait se voir ou l'oreille s'entendre. Tout d'une main, et non pas deux, par un seul tour de main, puisqu'il s'agit d'un mode d'être, tel est l'en-soi de soi du sujet auto-affecté. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, en raison de cette étude de la main comme auto-affectée, qui se ressent elle-même dans la tension intramusculaire volontaire, eh bien, Mène de Biran est obligé d'aller contre Aristote et d'aller contre Jean-Louis Chrétien qui commente Aristote, à savoir qu'il n'y a pas de réflexivité du sentir par l'autre objet. Ce que disait Aristote. Je cite Mène de Biran, c'est Mène de Biran, dans les essais sur les fondements de la psychologie. Cependant, cette main qui se promène successivement sur les différentes parties. On avait vu que chez Condillac, il fallait que la main se promène sur toutes les parties du corps, partes, extra-partes, pour pouvoir dire « c'est moi encore ». Cependant, cette main qui se promène successivement sur les différentes parties et qui devient l'unité de mesure sur une surface sensible, ne se palpe point elle-même. Pas plus que l'œil ne se voit, et pourtant elle peut être connue avant d'être employée comme instrument de mesure. Ouais. Pas besoin de se toucher. C'est donc, sans connaître encore son corps, alors, c'est Mène de Biran qui parle, c'est donc, sans connaître encore son corps, comme objet de représentation et d'intuition par l'exercice du tact, que le sujet accède au moi primitif. Donc, je traduis exclusivement par le corps propre, Leib, et non pas par le corps objectif, Körper. D'où la célèbre définition du fait primitif, voire la plus souvent mentionnée à partir de l'essai sur les fondements de la psychologie, comme existence ou surgissement du moi, à partir cette fois du sentiment de la coexistence du corps propre. C'est dans cette formule des essais sur les fondements de la psychologie qui est donc dans le chapitre 3 de la troisième section, que se trouve en même temps le fait primitif du moi et le corps propre. Le moi ne peut exister pour lui-même sans avoir le sentiment ou la perception immédiate interne de la coexistence du corps. On comprend les phénoménologues, hein. Voilà bien le fait primitif. Mais qu'en est-il, ou qu'en sera-t-il alors, si dans une expérience limite, disparaît la résistance à la résistance? Non plus seulement le contact de la poitrine et de la main, Condillac, ou de la main avec l'autre main, Merleau-Ponty, mais l'hyperorganique comme tel, c'est-à-dire la capacité musculaire de s'auto-éprouver. Et si on n'avait plus cette capacité? Mène de Biran est un homme des extrêmes. Nous l'avions annoncé dès l'ouverture du présent essai, le colon métaphysicien. Et point ne faudrait l'oublier, penser ne dépend pas d'une belle intériorité qui réunirait le visible et l'énonçable. Avions-nous mentionné la suite de Gilles Deleuze en se référant à Foucault et à Blanchot, ce que j'ai appelé le dehors-dedans. Mais ce fait, donc, penser ne dépend pas de la belle intériorité, mais se fait sous l'intrusion d'un dehors qui creuse l'intervalle et force des membres l'intérieur. Gilles Deleuze dans son Foucault à la page 93. Cette extériorité, ou plutôt cette double étrangeté, l'étrangeté hors de moi d'un point de vue physiologique, on va le voir, on le verra la prochaine fois, pas la dernière fois, dans l'hypothèse d'un sens de l'effort annihilé, la main paralysée ou corps épandu,
et l'étrangeté à moi, donc on distingue entre l'étrangeté hors de moi, le corps, et l'étrangeté à moi du point de vue psychique, dans un sentiment de moi menacé, par exemple dans la folie ou le hors-phénomène, fera que les situations limites ne viennent pas tout renverser, mais faire voir en creux un biran qu'on pourrait ne pas soupçonner, mais qui existe vraiment. À peine défini le fait primitif, posé comme sentiment du moi, à partir de la coexistence du corps, Maine de Biran en entrevoit donc l'exception, moins comme sa négation que comme le pan caché d'une part de notre humanité qu'on ne pourra davantage oblitérer. Le sujet hors de lui. Alors ce sera la prochaine conférence qui s'intitule, si vous venez demain, une contre-histoire de la folie. C'est un peu inversé par rapport au programme. Alors je continue. Le sujet hors de lui, d'abord, qui sombre dans la folie, ou à tout le moins reconnaît en lui un inconscient organique, ça sera du Maine de Biran, plus déterminant que toute forme d'auto-affectivité, chapitre 4, une contre-histoire de la folie, et dans le chapitre où le corps étranger. Et non, excusez-moi, le sujet hors de lui, c'est la contre-histoire de la folie, psychique, et un corps étranger, hors de moi ou à moi, ensuite, qui fait que je n'aurai plus accès à mon corps, à ma psyché, le corps étranger. Je termine, Maine de Biran, qui s'interroge dans son essai, déjà donc dans l'essai sur les fondements de la psychologie, dès le départ, supposer que la main, sur toute la surface du corps, soit calleuse, ou que la sensibilité extérieure soit paralysée. S'interroge l'essai. Que fera-t-on alors ? Dans le même état de paralysie partielle, supposons qu'une main soit sensible, l'autre étant sensible et mobile, qu'une main soit non sensible, pardon, l'autre étant non sensible et mobile, celle-ci se posant sur l'autre, une main paralysée et l'autre non paralysée, c'est du Merleau-Ponty, hein, et ne trouvant pas la réplique de sentiment, la percevra d'abord comme corps étranger, doué d'une résistance morte. Je vous remercie. Bien, un très grand merci pour cette leçon magnifique de Emmanuel Falk, qui est, comme vous l'avez vu, très soigné dans sa structure, mais aussi très riche dans son érudition. Le spectre de vos interlocutions impressionne beaucoup, non seulement Maine de Biran, bien sûr, mais votre débat avec Michel Henry, qui a occupé une très grande place dans votre propos. J'y reviendrai parce que nous avons bien connu Michel Henry, vous et moi, nous avons débattu avec lui. Je reviendrai tout à l'heure sur un instant, si toutefois le temps m'est permis, m'est donné de poser ma question. Alors, nous disposons d'une douzaine de minutes pour vous interviewer. Qui souhaite interroger Emmanuel Falk sur tel ou tel de ces paragraphes qu'il a su plusieurs fois répéter pour que nous ne les oublions jamais. Hein, voilà, la pédagogie étant l'art de la répétition. Voilà, qui veut intervenir ? N'hésitez pas. Moi, je vais poser une première question. Alors, dans ces conditions, je suis d'accord avec la thèse d'Emmanuel, dans la mesure où c'est un reproche que l'on peut faire à Michel Henry d'avoir unilatéralisé l'auto-affection. Alors, ce que vous montrez qui est nouveau, c'est que Maine de Biran ne relève pas précisément de ça. Et ça, c'est votre contribution ici au débat. Mais Michel Henry pose, de ce point de vue, un certain nombre de problèmes, même du point de vue de l'intentionnalité. Je rappelle quand même que, et c'est la première question que je voulais vous poser au moment où vous avez mis en contraste Ricoeur, Michel Henry au tout début, etc. Je rappelle que c'est précisément pour lutter contre l'intentionnalité husserlienne qui délaissait ou reléguait la matérialité, qu'il convoque aussi Maine de Biran. Et là, peut-être n'ai-je pas bien compris, hein, mais je me demandais si vous aviez suffisamment fait droit au développement de Michel Henry sur l'ontologie de la sensualité. Il en parle énormément. Et donc, en vous écoutant, on n'a pas bien vu, mais peut-être ai-je mal entendu, c'est peut-être de mon fait, mais je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à
développer ce point davantage. Ne pas laisser entendre que Michel-Henry n'a pas vu l'ontologie du... Si, Michel-Henry a très bien vu l'ontologie de la sensualité. On appelle sensualité, on peut toujours traduire autrement. En fait, il suivait une traduction de Ricoeur, des IDN de Husserl. Bon, est-ce que c'est une première question que je vous posais, mais je vous pose tout de suite la deuxième parce que je suis très impatient de vous entendre. Vous auriez pu aussi évoquer la jouissance chez Lévinas. Car la jouissance chez Lévinas, c'est précisément l'expérience de l'altérité. C'est-à-dire que le plaisir reçu, c'est précisément qu'il y a autre chose qui vient interpeller mon corps. Et je pense aussi à... alors, là, nous avons, tous les deux, nous avons déjà largement discuté autrefois. Tout ça, c'est la transcendance de la chair chez Heidegger. Parce que dans les leçons que Heidegger a données entre 1959 et 1969, que vous connaissez bien, à l'invitation de Medarbos, sur la chair, la subjectivité, etc., bon, il y a une transcendance de la chair. Transcendance de la chair, dit-on, altérité par rapport même à la psyché. Heidegger est un pourfendeur d'une violence inouïe à l'égard du système psychosomatique. Alors, il y a en contraposition chez Heidegger un maintien très fort de l'altérité radicale de la transcendance de la chair. Alors, il ne parle pas de la transcendance du corps. C'est peut-être le problème. Alors, est-ce que vous pourriez répondre à ces deux questions différentes que je n'ai pas besoin de résumer, car vous les avez notées, mais d'une part, votre lecture de Michel-Henry. Bon, je donne quitus. Moi-même, j'ai écrit 25 pages exactement pour contester l'idée d'auto-affection chez Michel-Henry. Je pense que ça ne va pas. À tous égards, en dépit... Bon, pourquoi ? Parce qu'il a voulu donner une légitimité à la vie et la vie du vivant transcendantal. C'est ça, enfin, ça vient de là. Et donc, il y a quelque chose de, je dirais pas tautologique, mais pas loin, chez Michel. Bon, voilà, cher Emmanuel, si vous aviez la bonté d'honorer de votre réponse mes quelques questions. Merci. Merci beaucoup, cher Philippe, pour ces questions importantes. Je commencerai par la troisième, la question de Heidegger. Donc, je crois très important de parler de cette transcendance de la chair chez Heidegger. Pour tout vous dire, je commence un séminaire sur Medarbos et Heidegger mardi. Donc, de là, je fais tout le mois. Enfin, je fais que Medarbos et Heidegger. Donc, je trouve ça pertinent que vous me le suggériez. Ça veut dire, vous savez, quand on vous suggère quelque chose, c'est que c'est par là qu'il faut aller. Or, c'est programmé, donc je vous en dirai plus quand le séminaire aura été donné, mais je crois beaucoup que ce dialogue, alors que j'ai travaillé ça durant l'été, mais le dialogue entre Heidegger et Medarbos est absolument passionnant parce que Medarbos oblige Heidegger à parler du vrai corps, en tant que dans la psychiatrie, dans la chirurgie, et donc Heidegger ne peut pas reculer, et Heidegger ne recule pas. Il constitue quand même, il y a quand même du corps, il y a quand même de l'espace, il y a même de la chose. Et parfois, chez Heidegger, le corps est plus corporel, körper, que charnel, si l'on le compare, par exemple, à la constitution de l'espace par le corps propre chez Merleau-Ponty. Voilà. Alors, voilà, merci en tout cas pour cette suggestion qui me confirme. Alors, pour ce qui est de l'ontologie de la sensation, de la sensibilité chez Michel-Henry, le problème est de savoir ce qu'on nomme ontologie. Parce qu'il ne suffit pas de dire ontologie pour dire ce que j'ai nommé ontologie. Parce que, par exemple, dans le livre de Barecci qui s'appelle « L'ontologie de Maine de Biran », c'est vrai que j'ai mis du temps à me dire mais pourquoi on écrit un livre sur l'ontologie de Maine de Biran et pourquoi il y a un débat entre ontologie et phénoménologie. Et en fait, ce débat est un débat très important qui a été aussi repris par Montebello, par Anne de Verieux, entre d'un côté le pur fait primitif de l'effort et d'autre côté une réalité qui me résiste, soit hors de moi, soit en moi. Bon, alors, il me semble que le mot d'ontologie, compris d'ontologie de la sensation chez Michel-Henry, alors évidemment, mes conférences ne sont pas sur Michel-Henry. Et il se trouve que cette conférence est en rapport avec Michel-Henry, comme ne le sont pas les autres, il y en avait une justement. Mais ce mot d'ontologie veut dire que l'auto-impression est l'être même. Donc pour moi, ce n'est pas de l'ontologique résistant extérieur, mais c'est de l'ontologique intérieur. C'est pourquoi, je ne vous ai pas lu le passage, mais en me référant à ce que j'ai appelé l'herméneutique de Maine de Biran, il s'agissait pour moi de parler de l'ontologie charnelle dont parle Ricoeur. Parce que Ricoeur, il parle de la dimension ontologique du corps. Alors, on laisse passer, c'est vrai que moi, avant d'avoir lu Maine de Biran, je lisais la dimension ontologique du corps par rapport à la phénoménologie en disant, bon, c'est l'être du corps. Mais en réalité, quand vous lisez Maine de Biran,
que vous voyez que cette question d'ontologie se pose quand vous lisez Barecci, et surtout quand vous lisez Romeyer-Derby. Pourquoi? Parce que Romeyer-Derby, qui était un Deleuzien, voilà, a écrit un magnifique livre, aujourd'hui épuisé, mais peut-être trouvé d'occasion, je vous le conseille. Pour moi, c'est le plus grand livre sur Mène de Biran, en introduction, que je l'ai conseillé à mes étudiants. Une sorte d'anthologie, Mène de Biran, un penseur de l'immanence radicale, comme ça, chez Segers. Et alors, on voit très bien, il a lu Michel Henry d'ailleurs, on voit très bien que Romeyer-Derby discute avec Michel Henry, et lorsque Ricoeur cite Mène de Biran dans Soi-même comme un autre, dans sa 10e étude, vers quelle ontologie, le seul auteur qu'il cite, c'est Romeyer-Derby. Alors que quand Michel Henry cite Mène de Biran, il cite toujours l'anthologie, bien sûr, d'Henri Gouillet, de 1942, dans laquelle vous trouvez quoi? Dans laquelle vous trouvez essentiellement l'essai sur les fondements de la psychologie, et dans laquelle vous trouvez la décomposition de la pensée, mais pas plus. Donc même Michel Henry, alors, il aurait pu trouver des choses, parce que c'est quand même dans les textes, mais il est clair que Michel Henry n'a pas lu les notes sur l'existence. Michel Henry n'avait pas accès aux essais d'anthropologie. Donc d'une certaine manière, cette vision un peu biaisée de Mène de Biran, qui venait en fait du spiritualisme, parce que c'est quand même le spiritualisme qui avait fait un choix de texte qui correspondait plutôt à la conscience et au corps, fait que Mène de Biran ne pouvait pas vraiment le voir. Alors, je dis oui, cette dimension ontologique est fondamentale, mais je la référerais plutôt, ce que je fais très longuement, mais que je n'ai pas lu, malheureusement, parce que mais Ricoeur, pour ça, est fondamental. Et pour moi, ce Ricoeur-là, de ces 5 ou 10 pages sur Mène de Biran, sur l'ontologie de la chair, sont fondamentales. Et d'ailleurs, l'auteur, il cite non seulement Husserl, etc., mais il cite Gabriel Marcel. Et en fait, c'est tout à fait intéressant de voir que c'est Gabriel Marcel, la pensée existentielle, ou le spiritualisme, qui vont servir, Naber et bien d'autres, qui vont servir à Paul Ricoeur à donner de la consistance. Deuxième point, et je termine là-dessus, alors c'est tout à fait bien de me parler de la jouissance chez les Vinas et de l'altérité, mais il n'a jamais été question d'altérité. Et là, en fait, c'est un véritable point aveugle, mais on est au XIXe siècle. Il n'y a pas d'altérité, sauf, je le dirai, enfin je n'aurai pas le temps vraiment de le développer à la fin de la dernière leçon jeudi, parce que ce sera la conclusion, dans les 3 vies. Il se trouve que, quand Mène de Biran voit que finalement il faut être hors de soi, non seulement hors de soi dans le trauma, mais hors de soi en Dieu, il développera alors l'hypothèse d'une empathie avec l'autre à partir de Dieu. Mais c'est seulement dans les dernières notes du journal de Mène de Biran qu'on voit cette question. Donc évidemment, on peut parler de la jouissance, par exemple, de la chair ou du corps, de la jouissance chez les Vinas, mais, alors oui, voilà, vous mangez, voilà. Mais en tout cas, pour ce qui est de la jouissance, donc dans Totalité Infinie, puis dans l'appendice, il est clair qu'à mon avis que la jouissance dont parlent les Vinas est loin d'être la même que celle de la jouissance et de la souffrance chez Michel Henry. Voilà. Je ne veux pas retarder, je pense que vous avez raison sur ce point, mais il y a chez les Vinas l'idée selon laquelle précisément je suis révélé par la jouissance, oui, précisément. Et donc il y a donc quelque chose qui me vient à moi. Qui vient à moi, oui, c'est tout à ça. fait. Hein. Donc, alors, ceci étant dit, je vous rejoins entièrement. Hein. Bon, merci beaucoup, cher Emmanuel, de la réponse extrêmement circonstanciée que vous venez de faire et qui m'instruit. Voilà, qui veut intervenir? C'est le moment ou jamais, il reste 1 minute, 2 minutes. Toute question est non seulement autorisée, mais bienvenue. Bon, il lui restera donc à digérer ce que vous venez de dire, cher Emmanuel. La conférence de demain donc s'intitule « Une contre-histoire de la folie ». Voilà, donc ça sera la 5e leçon, donc, comme prévu finalement, la contre-histoire de la folie. J'espère que Michel Foucault sera au rendez-vous, sinon, bien sûr. Sinon c'est pas la peine de venir. Oui. Hein, voilà. Il sera au rendez-vous. Bon, on plaisantait bien sûr. Merci infiniment pour cette riche séance que vous nous avez donnée généreusement. Et nous sommes dans l'impatience de vous retrouver donc demain à 18h. Malheureusement, je serai à 500 km d'ici, mais je reviendrai pour votre conclusion jeudi soir. Voilà. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup.